Madame, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Vous regardez Kiosque pour ce premier numéro de la semaine. Nous sommes lundi 10 janvier 2022. On va parler cette grand-messe du football africain, CAN Cameroun édition 2022. Nous sommes à la 33e édition. La fête mondiale du football africain s'est ouverte hier à Yaoundé, au Cameroun, en présence du président Biya. Les équipes africaines s'affrontent. Belle entame pour le pays organisateur, le Cameroun, qui a gagné hier face au Burkina Faso. 2 buts contre 1. En deuxième explication, les Cap-Verts a gagné l'Éthiopie par 1 contre 0. Merci de votre fidélité. Notre compétition, elle n'est pas footballistique. Elle est plutôt électorale. La compétition électorale en République démocratique du Congo, on connaît désormais les successeurs de Ronsard Malonda. Il s'appelle Toto Kani. Il est réputé proche du président de la République. Alors, à l'époque, il était président de l'UDPS. Ces fameux Toto étaient membres de son cabinet comme conseiller. Est-ce qu'à l'heure de sa nomination, il était toujours resté membre de l'UDPS ou il avait quitté déjà les partis présidentiels, levé des boucliers? En tout cas, ces noms cristallisent davantage les divergences. Alors, ces critiques disent qu'il est de l'UDPS pendant que d'autres disent niet, il serait proche de Fayulu. L'UDPS elle-même pense qu'elle ne connaît pas ce monsieur Toto. Alors, il va lui préparer les opérations électorales, coordonner tout ce qu'il y a au niveau des antennes provinciales et au niveau des antennes locales. Après cette véritable saga autour de la désignation contestée de l'entérinement et de l'investiture de Denis Kadima, aujourd'hui, est-ce que les jeux électoraux semblent être déjà bouclés en faveur d'un candidat? Difficile de répondre à cette question. Ça va vite, ça ira peut-être vite, un peu trop vite pour les partis de Moïse Katumbi. Ensemble pour la République, il faudrait au moins 1 million d'adhérents dans 6 mois. Moïse Katumbi a donné comme mission à Olivier Kamitatou, Francis Kalombo, Vano Kiboko, Isaac Bakoukou. Ils sont près de 6 pour piloter cette cellule d'appui, enfin de faire adhérer beaucoup plus de membres. On parle d'1 million au bout de 6 mois. Compétition électorale. En tout cas, Moïse Katumbi et l'ensemble pour la République mettent les bouchées doubles. Vive le garde d'avertissement. Autre sujet d'actualité ce matin, ce sont chiffres records réalisés par les Fonds national d'entretien routier, les FONER, qui a été publicité notamment grâce à la patrouille financière de l'inspection générale des finances, mais les FONER qui a fait les records l'année dernière, notamment grâce à la DGDA. Et on parle de la DGDA du Haut-Katanga dans la direction pétrolière et qui a été à la base de cette mobilisation des recettes. Bon encadrement du ministère des Finances, mais aussi du nouveau comité de gestion et de la direction provinciale des GDA Katanga avec la direction de pétrole. Madame, Messieurs, c'est le menu de ce magazine. On ne va pas non plus oublier cette très mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle nous vient des Afriland First Bank, ces banques qui est aujourd'hui au cœur d'un scandale. Les actionnaires majoritaires viennent de saisir la gouverneure de la banque. Cette banque n'a aucun comité de gestion et n'a même pas un conseil d'administration. Les opérations bancaires sont donc bloquées, les états financiers bloqués. Donc cette banque ne sait même plus prendre les grandes décisions. Les commissaires aux comptes ont fait les rapports et un autre conseil d'administration a été délégué, présenté à Madame la gouverneure de la Banque centrale qui, elle, selon la lettre des actionnaires, a refusé de pouvoir entériner ce conseil d'administration. Que se passe-t-il réellement dans ce circuit banquier et financier de la République? Merci de votre fidélité, Madame, Messieurs. Bonne année à vous. On va chérir pendant 40 minutes. Papi Kataski à sa première participation à ces magazines. Papi, bonjour et bonne année. Bonjour, bonne année Serge. En tout cas, merci pour l'invitation dans cette émission Kiosque que j'ai considérée comme une institution pratiquement au niveau de l'espace audiovisuel ici en République démocratique du Congo. En tout cas, très heureux de partager ces moments avec toi.
Très bien, Papi Katassi va pouvoir cheminer avec nous pendant toute la période de la troisième édition de la Cannes édition Cameroun 2021, même si nous sommes en 2022. Papi, belle entame, cérémonie d'ouverture, haute facture, les Congos absents, mais représentés par Fally Ipupa. Mais d'abord, l'organisation au niveau des PECAFOOT, tout comme de la Confédération africaine de football association. Justement, après moult tergiversations, finalement, le Cameroun organise en tout cas cette compétition pour la deuxième fois, parce que la première fois c'était en 72. Rappelez-vous, à l'époque où le Congo-Brazzaville, des Testoa Ombemba et autres joueurs ont eu à remporter cette compétition. Donc le Cameroun s'est bien organisé avec une très belle cérémonie d'ouverture qui a connu la présence bien sûr du chef de l'État camerounais Paul et sa tante épouse Chantal. Et bien sûr, la cérémonie a été aussi marquée par la prestation mathématique de Fally Ipupa, qui a, au-delà de ça, la RDC n'était pas là, mais Fally quand même a représenté vraiment la RDC dans cette cérémonie de l'ouverture. Donc, une très bonne organisation avec un super stade, Olembe, 60 000 places, un stade qui a valu pratiquement 240 millions d'euros au gouvernement camerounais pour construire ce stade. Donc c'est vraiment une très belle entame. C'est un début qui n'est pas poussif. En tout cas, c'est à féliciter du côté du Cameroun. Grande fête pour les continents africains dans ces contextes un peu plus particuliers de la Covid. Allez, je vais revenir à vous pour l'analyse des rencontres d'ouverture hier. D'abord, Cameroun face les Lions indomptables face aux talons du Burkina Faso, mais aussi les Cap-Verts face à l'Éthiopie. Deuxième invité sur ce plateau, Mike Gardi Diana, je l'appelle Diana Fils, même si lui n'aime pas vraiment. Bonjour. Bonjour Serge Kabongo, bonjour aux téléspectateurs de Kiosque. Merci d'être les là. sports. C'est d'ailleurs toute ma vie. Le jour où vous aurez l'occasion de poser la question au vieux, Au doyen. il vous dira que... Les vrais Diana, les Diana originels. Non, je suis le vrai Diana. Ah, ok, voilà. Je suis le vrai Diana. Il ne faut pas être taquin ce matin. Il vous dira combien, pour l'info, pour les gens qui le savent. Moi, j'ai séché même l'école pendant 2 ans pour le football. Ouais. Très bien. Merci à vous. Bienvenue. Allez, troisième invité pour tirer en beauté ce plateau. Lui, c'est un aîné. Il nous fait l'honneur d'être là après un long séjour à l'intérieur du pays. Pascal Rongier, bonjour, bienvenue, bon ami. Bonjour, meilleurs vœux Serge Kabongo Merci. et également à nos téléspectateurs. J'ai passé quelques temps à l'intérieur, précisément à Lodja, où on a été accueillir le chef de l'État. Ici, je peux substantiellement déplorer un peu certaines informations données par les journalistes, parce que j'aurais voulu que la vérification de l'information soit la priorité pour un bon journaliste avant de donner toute information. Pour équilibrer les sources. Alors j'ai vu, lorsqu'on a balancé certaines images sur l'aéroport de Lodja, Lodja, des journalistes collègues que je respecte beaucoup, affirmer comme quoi il n'y a pas une salle d'attente. une salle d'attente, alors qu'il y en a. Quand vous arrivez à l'aéroport de Lodja, c'est vrai, la piste n'est pas en bon état, totalement délabrée, il faut refaire. Mais en face, vous verrez un bâtiment. Dans ce bâtiment, il y a les services de La DGM, DGM, de la la DGDA, RVA, il y a le OCC, bureau de la RVA. commandant, il y a la salle d'attente. Là, il y a 4 divas, il y a les installations hygiéniques et propres et tout ça. Toutes ces conditions sont normales. Le jour-là, c'était qu'on attendait le chef de l'État. Il fallait aller un peu sous les arbres. Alors, on est à l'intérieur, ils sont allés s'asseoir. Alors, on a pris les images, caricaturées de cette manière. Je pense que c'est pas toujours bon. J'aurais voulu que ça soit n'importe qui, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est comme ça. Mais voir à travers les réseaux sociaux les noms des journalistes, je pense que ce n'est pas objectivement bon. Merci pour ces rectificatifs. Et Pascal Rongier, vous êtes passé par avion ou bien par la voie? Non, par avion. Mais vous avez aussi pris place à bord de cette brouette-là où on transporte. Non, on n'a pas vu ça. Ça, c'était bien avant. il y avait Mais pas la ce qui est certain, c'est que quand il pleut aujourd'hui, dans cet aéroport-là, si vous atterrissez, vous ne saurez pas sortir avec des chaussures. Merci beaucoup. Allez, on m'a dit qu'à l'autre, il y a des hydravions. C'est comme ça qu'on dit. Hein, Non, mais hydravions. les travaux sont en train d'être faits. J'ai assisté au balisage avec le ministre des Transports. Il y a un groupe électrogène qui a été remis. Donc, je crois que d'ici quelques jours, on aura un bon aéroport à Lodja. Allez, Papi Katassi, je suis à vous pour la rencontre, les 2 rencontres d'hier. Hein. Déjà, sur tapis, on donnait déjà les pays organisateurs comme favoris. Il a été surpris par les buts du Burkina Faso.
Justement, c'est une très mauvaise entente des Lions indomptables du Cameroun. Et cette formation qui est dirigée par Conceição, un ancien international portugais. Bon, sur les papiers, les Cameroun étaient archi favoris par rapport à la formation donc, des étalons du Burkina Faso. Parce que vous savez, dans cette formation, il y a des éléments très capitaux, très importants, comme Zambo Ambogissa, qui évolue du côté donc, des Marseille, aussi Vincent Aboubakar, un ancien du Lorient. Le capitaine, hein? Voilà. Du côté des Al-Nassr en Arabie Saoudite. Donc, c'était une très mauvaise entente. Ils ont été soutenus par la formation des étalons. Les étalons qui ont marqué par Gustavo Sagaré. Et après, c'était le Cameroun qui a remonté avec ses pénaltys. Deux pénaltys. Et tout simplement une sorte de désorganisation sur le plan tactique. Du côté des étalons, il y a l'ex-joueur de l'Inter, Youssoufo, qui pratiquement n'était pas dans les matchs, qui a permis à ce que la formation du Cameroun puisse battre, en tout cas, la formation des étalons du Burkina Faso. Mais sur les papiers, les Camerounais étaient pratiquement archi favoris. Mais c'est bon pour le mental et du staff technique et de l'équipe, tout comme pour le mental des Camerounais qui accueillent cette compétition. Mais bien sûr, le Cameroun, avec son nouveau président de la fédération, Samuel Otofis, qui a jusque-là les records des joueurs qui a marqué beaucoup de buts dans l'histoire de la CAN avec 18 réalisations, les Cameroun s'apprête vraiment à recevoir, pourquoi pas gagner cette compétition. Les trophées. Voilà, on a mis pratiquement les bouchées doubles du côté du Cameroun. Le président s'est impliqué, Paul Biya personnellement s'est impliqué, le Premier ministre s'est impliqué. Pratiquement la population est là pour permettre au Cameroun de pouvoir gagner ces trophées. Surtout que le Cameroun ne manque pas assez d'éléments. Hein. Donc il y a des bons joueurs, que ce soit Ongwene, que ce soit Michel Ngandé, que ce soit donc Kitonje. Donc c'est vraiment un effectif qui a fait fière allure du côté de cette formation. On espère que le Cameroun va remonter et pourquoi pas gagner son prochain match. Ça sera face à l'Éthiopie, je crois, dans 4 jours. Très bien, on ne va pas décrypter les deuxièmes matchs entre l'Éthiopie et le Cap-Vert, le temps nous fait défaut malheureusement, mais on peut faire un grand regard sur les infrastructures. C'était un grand défi pour le Cameroun, mais déjà un défi à moitié remonté au niveau du CHAN de la fois dernière. Le Cameroun qui est passé à côté du CHAN, peut-être que on va voir comment ça va se passer. Au total, 24 nations, des très beaux stades, des belles infrastructures réparties dans 4 grandes villes. Ben oui, hein, donc le CHAN pour les Cameroun, c'était une sorte de répétition, la grande répétition pour voir la viabilité, la fiabilité des infrastructures. Vous avez vu les stades Olembe de 60 000 places. Au-delà des stades, toujours dans la ville de Yaoundé, la province du centre, il y a les stades Amadou Aïdjo, un stade aussi de plus ou moins 60 000 places, hein, que ce soit du côté de Bafoussam, que ce soit du côté de Limbé, que ce soit du côté de Douala, où on aura deux stades, Roundé Stadium et le stade Japoma aussi. C'est un stade pratiquement spectaculaire, Japoma, avec plus ou moins 50 000 places. Donc le gouvernement camerounais a mis énormément de moyens pour permettre à ce que la CAN puisse jouer, surtout que la compétition africaine de football a vraiment des exigences supérieures pour l'organisation des compétitions. Très bien. On va parler d'infrastructures, mais malheureusement, les grands absents, les grands favoris, parlons des grands favoris. Qui sont ces grands favoris? Bon, c'est l'Algérie avec Jamel Belmadi, son coach. Vous savez que cette formation a pratiquement 34 matchs joués sans défaite. Et c'est l'équipe aussi venant du titre. Un record, hein? Voilà, record, et des éléments importants. Vous avez Ferbouli, vous avez Yann Mahrez. On les voit chaque jour du côté de City en première ligue anglaise. Et puis il y a aussi la formation du Sénégal avec toutes ces étoiles. Ismaël Assar qui évolue du côté de Watford. Et pourquoi pas l'éternel Sadio Mané. Donc, les gardiens Mendy. Voilà, il y a Mendy aussi qui est là, mais bon, qui est touché par la Covid-19. Ça va pas il sera remplacé par Alfred Gomis, qui évolue du côté des Rennes en France. Et puis d'autres favoris, il y a les Maroc qui est là aussi, qui s'affirme. Et pourquoi pas les Cameroun aussi qui est là pour donc afficher ses ambitions. Très bien, on va terminer par l'absence de la République démocratique du Congo, pourtant absente, et pourtant présente avec Fally Ipupa. Bah oui, la RDC, malgré l'absente, a été représentée par 3 faces là, comme on dit. Donc El Mara, Fally Ipupa, bon, la RDC absente, moi je crois que c'est l'improvisation toujours du côté de la République démocratique du Congo. Sur les papiers, nous étions dans le groupe Échoua avec la Gambie, avec l'Angola et le Gabon. On a fait une très mauvaise entame ici à Kinshasa en novembre, je crois, 2019,
2019, on a fait match nul contre les Gabon. C'est là où est parti. Avec Tsengui Bembe. Voilà, Tsengui Bembe qui était là, qui a remplacé Florey Bengui, mais c'est comme s'il avait la poisse, il n'avait pas la chance. Tsengui Bembe, et puis il y a eu aussi quelques bons moments. Nous sommes allés battre l'Angola chez lui au stade 11 novembre, mais bon, on a chuté très mal du côté de Franceville contre les Gabon, on a perdu 3-0. Et sur les tapis verts et sur... oui, on a tapé avec cette affaire de Guélor Kanga. Bon, on comprenait au niveau de la CAF, il y a des réalités. Bon, on avait un dossier costaud, la RDC avait présenté un dossier costaud. Bon, comme il y avait aussi une implication forte du président gabonais, donc il a pesé de tout son poids. Voilà, Ali Bongo au niveau, bien sûr, de la Confédération africaine de football, et on a été dégoûté sur les tapis. Allez, c'était Patrick Katassi qu'on va dire tout à l'heure, mais on ne s'est pas voulu livrer comme ça. C'était à l'absence de la CAN, c'est vrai que les analystes politiques, c'est patient. Je vois Gardi, je vois Pascal. On a tout le temps de parler de football, de parler politique, mais c'est quand même le temps à Katassi d'analyser avec nous un peu le football. C'est la grande fête africaine. À l'absence de la Coupe d'Afrique, on se contente du prochain barrage, je crois, pour la Coupe du Monde. Mais en termes d'infrastructure, aujourd'hui, le Congo, est-ce que le Congo peut aussi apporter un grand événement sportif? Bon, peut-être qu'on attend les Jeux de la francophonie. Hein. Non, mais c'est depuis 1974 que la RDC n'a pas invité une grande compétition comme la CAN. Bon, il y a eu des compétitions peut-être régionales au niveau, sous-régionales, au niveau de certaines disciplines sportives, mais tout simplement parce qu'au niveau de la RDC, on a toujours décrié les manques de la politique sportive. Donc il faut qu'il y ait une bonne malgré la loi publique. sportive. Voilà, la loi est là, mais elle est en désuétude. Hein. Elle doit être retouchée. On doit apporter quand même quelques toilettes. Donc dans cette loi-là, donc la RDC manque de politique sportive. Je crois qu'on doit mettre les moyens. Aujourd'hui, on a la chance d'organiser le 9e jour de la francophonie, mais c'est toujours aussi de la dérésina. Qui bat des lèvres. Voilà, beaucoup de raisons. On ne sait pas si la RDC va organiser, mais au dernier minute, le gouvernement a confirmé qu'il y a l'argent. On en est où voilà. avec les immeubles qui étaient pourtant annoncés? On a dit que M. Thioyo devrait nous amener des capitaux frais et que nous devons livrer ces immeubles, nous devons livrer à la francophonie quand? Non, mais bon, on avait commencé avec l'épisode de Thioyo, qui le chef d'État avait nommé comme son haut représentant dans cette organisation. Il a promis d'amener les capitaux suisses. À un certain moment, l'homme a changé, a arrivé pour aller chercher les capitaux au niveau donc, de Dubaï. Les capitaux ne sont pas encore, ne sont toujours pas là, jusqu'à ce qu'il a été évincé comme haut représentant. Il a été remplacé par Isidore Ngwanjo, qui est aussi un expert de l'OIF, mais bon, jusque-là on attend, les sportifs on a un attendent. problème du Syrie, hein, Voilà, c'est pas ce qui s'est fait au niveau des... On doit normalement livrer les infrastructures au mois d'avril, parce que la compétition c'est au mois d'août. Voilà. Après, on sera bon, il y a un plan B, on nous dit qu'il y a un plan B du côté du comité d'organisation, il y a maintenant des préfabriqués, juste question de mettre des fondations, il y aura des préfabriqués, mais on attend. Mais j'espère que ça sera des préfabriqués, pas avec Jamal encore. Ah voilà, donc, mais on dit qu'on a renégocié des contrats avec certaines sociétés, je crois qu'on est dans les bons. Mais qu'est-ce qui fait que du côté de Lubumbashi, un peu de question polémique pour que je vous libère, on met un peu du Syrie dans Mazembe, on met un peu du Syrie dans l'air stade. On était avec Moïse à Kisangani, j'ai vu les stades de Lumumba de Kisangani, il n'y a pas du Syrie. Non, mais bon, vous avez cité Moïse Gatumbi, je crois que c'est l'exemple de la gestion des clubs de football en Afrique, et pourquoi pas sur le plan mondial. Bon, je crois qu'il a fait ce qu'il a fait, il a eu à chercher les capitaux pour construire les stades de Mazembe. Maintenant, il est aussi en contact avec la FIFA pour construire un autre stade, non loin de Lumbashi, en collaboration avec la FIFA. Donc c'est quelqu'un qui a décidé, c'est quelqu'un qui a une vision. Moi, je crois que concernant les infrastructures, à un certain moment, au niveau du Conseil des ministres, on avait débattu ces problèmes. Il y a le ministre Serge Ngombe qui a déposé un dossier pour la réhabilitation d'un certain nombre de stades, mais jusque-là, l'applicabilité pose problème. On attend toujours. Merci beaucoup, cher Papi Katassi. Merci à vous. Vous allez présenter une nouvelle meilleure, le vœu de l'ensemble de l'équipe kiosque et à votre épouse, tout comme nous souhaitons joyeux anniversaire à madame l'épouse de notre confrère Fiston Atunga, madame Jocelyne Krabaon Sanza. Là, je lis vraiment comme M. Nora Vermont. Krabaon. Joyeux anniversaire, madame. Clin d'œil à vous. Pluie de bénédictions. Merci à Papi. On se retrouve. Nous sommes à la phase des poules. Hein. Je crois que c'est là quand on va entamer la phase décisive, hein, le 8e. Les 8e, les quarts, demi-finale et la finale. Merci et bon à vous. Allez, on va prendre les politiciens. Les politiciens, pas politiciens dans les vrais sens, ce sont les politiques
qui analyse pour nous des faits politiques. Pascal, vous allez récupérer les deux micros, un peu pour me concurrencer. Diana, je suis à vous pour parler des thèmes qui s'annoncent très mauvais, des très mauvaises nouvelles, alors des très mauvaises pratiques, les échos venant de Firstbank ne sont pas du tout bons. Vous avez lu ce document d'un groupe d'actionnaires qui saisit la gouverneure de la banque pour dire que ce comité est dissous. Il y a un DGA qui fait office d'intérimaire et des décisions grandes pour une banque qui sont bloquées. Le DG lui-même a été conduit aux frontières par la DGM. C'est quand même des nouvelles qui ne rassurent pas les épargnants. Hein. Oui, merci Serge pour la question. Je crois que c'est depuis un certain moment que les rumeurs sur des cas de malversation au niveau de Afriland First Bank circulent à Kinshasa et ailleurs. Ce n'est qu'en date du 2 juillet que le groupe d'actionnaires ont décidé de saisir la Banque centrale. À l'époque, je crois que la nomination de Madame, comment elle s'appelle encore, la gouverneure de la banque, l'actuel gouverneur, n'était pas encore là. Je crois que c'était l'époque de Deogracias Mutombo pour dénoncer. Malheureusement, cette correspondance n'a pas trouvé gain de cause. Et au-delà de ne pas trouver gain de cause, ces actes ont été perpétrés par le directeur général, qui malheureusement a été suspendu par le conseil d'administration. C'est conseil d'administration qui finalement a été débouté dans sa décision par la Banque centrale du Congo, qui s'est ingérée dans cette question-là. On a fini par prendre le président du conseil d'administration renvoyé en dehors de nos frontières. On a presque mis, comment dirais-je, on a presque mis en burn l'ensemble du conseil d'administration. On aurait même mis en dehors le responsable de services informatiques, et c'est lui qui gère le secteur, la gestion des risques au niveau de la banque. Tout porte à croire que c'est un réseau organisé qui ne veut pas qu'on tombe sur les cas de malversation. Mais finalement, c'est un cas assez complexe, Serge Kabongo, parce que quand on regarde, quand on analyse la question, j'ai bien lu le document, je me rends compte finalement qu'il s'agit là d'un cas de blanchiment de capitaux. Pourquoi? Parce que selon le rapport des actionnaires de la banque, qui d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ont au moins 95%, ça veut dire qu'ils en ont un peu plus, décrit également de cas de malversation qui ont commencé depuis un certain moment, ce qui a conduit d'ailleurs à la suspension du DG qui malheureusement bénéficie d'un soutien qu'on ne sait pas dire d'où ça vient. Et malheureusement, dans le réseau, il y a le directeur général adjoint qui est resté le seul maître à bord aujourd'hui au niveau de la banque, qui dirige tout, qui conduit tout. Et je rappelle que, pour des raisons cosmétiques, cette banque-là, même le samedi dernier, inaugurait leur agence du Sud Kivu, pendant que les actionnaires continuent à décrier. Et dans l'affaire, on parle déjà, pour la seule affaire de Amira Gold Mining, une affaire de 2 millions de dollars qui passe. Mais en creusant, je me suis rendu compte... Par 22 millions 22 millions. Oui, 22 millions. Je parle de 22 millions de dollars américains. Et en creusant, je me rends compte que quand on parle de l'affaire Amira, Amira est une entreprise minière dont le titre de recherche a été retiré et fermé en 2016 par un arrêté de Martin Kabouloulou à l'époque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a en face de nous une entreprise qui, de manière illégale, continue à produire ou qui sert de cran pour le blanchiment des capitaux. Et ce qui n'est pas de nature à rassurer les différents partenaires, ce qui peut causer à la longue la défaillance de la banque, dans la mesure où les actionnaires qui crient également qu'on est en train de tripatouiller le patrimoine de la banque, risquent de créer une situation. Il ne faudra pas oublier que cette banque est partenaire de l'État et des différentes institutions. Au-delà de ça, cette banque a de l'épargne publique. Aujourd'hui, quels sont les contextes dans lesquels on évolue pour garantir non seulement la sécurité, après la saga BIAC, BGFI Bank et autres, je me rends compte qu'aujourd'hui que c'est un problème, il y a tout un réseau qui serait derrière, en train de se servir de la banque pour blanchir les capitaux, et ils ont mis hors état de nuire tous les circuits, comment dirais-je, normatifs de la banque pour essayer de continuer. Mais malheureusement, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne devrait pas en arriver là. Comment on peut décider unanimement de pouvoir presque mettre en burn l'ensemble de l'équipe dirigeante, non seulement les différents services très bien ciblés, l'informatique, parce qu'en termes de transactions et des payes, c'est un service qui veille au contrôle. Pour le passement ou la passation des écritures bancaires. Des écritures bancaires, mais il y a également le gestionnaire ou encore l'analyste de, comment dirais-je, des gestions de crise qui est presque le lanceur d'alerte de la banque. En fait, je dirais,
le policier ou encore le gendarme d'une banque pour veiller au côté éthique, au côté moral, mais aussi au respect de principes et de règles. Ce qui veut dire aujourd'hui que Affluent First Bank aujourd'hui, comme on l'a décrié déjà une fois en impliquant Glencore, finalement c'est une banque qui en interne sert de bouc émissaire pour certains qui sont dans le blanchiment des capitaux. Malheureusement, la question de savoir est-ce qu'il y a encore, mais c'est presque inévitable, je crois qu'il y a des dignitaires, il y a des gens qui actuellement jouissant une petite parcelle de pouvoir qui s'en sert pour pouvoir essayer de blanchir des capitaux et pouvoir détourner énormément de l'argent. Vous allez intervenir pour la deuxième fois sur la question, mais je vous donne une feuille. Et vous avez les stylos? Vous notez ma question là. Quelle est la marge de manœuvre de Madame la gouverneure de la Banque centrale? Parce qu'elle qui est venue avec le quitus du Fonds monétaire international, c'est vrai qu'on ne veut pas avoir de l'influence politique sur la banque. Là, vous dites en sourdine qu'il y aurait peut-être des bonches du régime actuel qui voudraient faire. Il y a des gens quelle serait, à votre avis, la position actuelle de Madame la gouverneure? Je vais revenir à vous. Pascal, c'est quand même des très mauvaises nouvelles. Hein. À l'époque de Kabila, fils, on n'avait peut-être pas eu assez d'infos du genre, mais il aurait fallu que Kabila parte pour que nous puissions avoir Congo Hold Up. On vous dit que tel parrain, tel frère, tel cousin, telle nièce de Kabila était dans telle banque. On a comme l'impression, c'est pas l'impression, mais c'est la réalité, c'est bien dommage, que les politiques veulent toujours avoir la même mise dans les circuits financiers, dans les circuits bancaires. Pour quel intérêt, Pascal? Bon, je ne sais pas la situation. J'ai lu la lettre de manière... oui, oui. Je vu, ils ont signé, je comprends que c'est un côté, c'est un camp qui a écrit la lettre. J'aurais voulu avoir évidemment la version de l'autre camp pour que... Les camps incriminés. Je comprends la situation dans un problème. Mais potentiellement, je comprends que nos banques fonctionnent avec un modèle qui n'est pas conforme aux standards internationaux. Parce que à chaque fois qu'on parle de banques en République démocratique du Congo, c'est toujours cette question de blanchiment d'argent, c'est toujours cette question de gestion, c'est toujours cette question. Alors, je me pose la question, quel est le service régulateur de ces banques? C'est la Banque centrale. C'est la Banque centrale, bien entendu. Alors maintenant, lorsque la gouverneure prend une position contredisant ce qui ont écrit la lettre que nous avions ici, je me dis, il faudrait cette fois-là écouter aussi la gouverneure, qu'elle donne sa version sur les faits, et c'est à ce moment-là que nous aurons une idée globale. Elle qui vient à peine, hein, elle qui vient à peine aux affaires. Si nous essayons de prendre le très partial, nous prenons fait et cause pour ce camp qui a écrit et ne pas comprendre le contour de l'autre côté et dégager déjà un jugement, je crois que cette fois-là, nous ne serons pas très impartial. Mais malheureusement, je constate simplement que nos banques ne fonctionnent pas très bien. Et mon cri est que on nous aide à bien fonctionner, parce que lorsque les banques fonctionnent bien, c'est souvent le départ d'ailleurs même du développement, parce que les épargnes et ainsi de suite se feront. Mais ici, je constate que nos banques ne fonctionnent pas bien. Vous redoutez ce qui est arrivé à la BIAC, parce que moi j'ai des membres de famille, même vous, certains de mes amis. Je vais parler d'Éric Izami, qui a perdu plus de 10 000 $ dans cette banque. La BIAC, la réalité c'est que nous avions vu. On a eu même à fermer certaines stations. Je ne sais pas si ça continue aujourd'hui. Nous avions vécu ce qui s'est passé. Même la liquidation pose problème aujourd'hui. Oui. Nous venons de suivre ce qui vient de se passer à la BGFI Bank. Évidemment, parce que surtout après le travail de nos confrères, les journalistes, avec des éléments probants qui ont démontré effectivement qu'il y a un dysfonctionnement. Mais dans le cas d'espèce, moi, je me réserve simplement parce que jusqu'ici, de mon point de vue, après avoir lu la lettre, j'ai compris qu'il s'agit d'une tendance qui a donné son avis. Mais il faut en même temps avoir l'avis de l'autre tendance. C'est au bout des analyses qu'on peut dégager une lecture totalement objective. Ça, c'est mon point de vue. Justement, je suis d'accord. Parce que simplement, je ne peux pas comprendre que sans qu'il y ait un soubassement, la gouverneure récuse, n'est-ce pas, la position des autres. Non. Même si ça peut arriver qu'elle soit en mesure de protéger certains noms ou certaines personnes. Mais elle ne peut pas le faire de façon brutale. Justement, il y a des possibilités. Je prends le pied de votre raisonnement. Le pied, c'est-à-dire la conclusion de votre raisonnement. Maintenant que la banque est sans conseil d'administration, sans comité de gestion, c'est un DGA d'intérim qui fait le boulot. Directeur général adjoint. Le directeur général adjoint qui fait le boulot. Mais un seul directeur général adjoint ne va pas se réunir seul
et faire l'état financier d'une banque, déclarer les bénéfices auprès de la DGI ou encore prendre des grandes décisions. Oui, mais je crois qu'on va trouver solution d'ici. On est devant les faits. Il faut lire également le règlement d'ordre intérieur de la banque. Il faut lire également d'autres documents qui permettent le fonctionnement des banques en République démocratique du Congo. Justement. Et avoir les idées maintenant de la loi congolaise. Oui. Voilà. Lorsqu'on est devant de telles conditions, ça se fait comme la collaboration avec la DGI se ferait comment? Il faut lire, et je crois que c'est clair là-dedans. Est-ce que le pouvoir est limité? Il n'est pas limité? Mais voilà. Ici, moi, je dégage juste ma réflexion du fait que, à partir du moment où la gouverneure a mis en cause ou a refusé la position des autres, alors, elle s'est basée sur quel élément pour justifier son refus? Voilà. C'est cet élément que je recherche. Lorsqu'on aura cet élément, me permettra finalement d'avoir un argument appuyé pour appuyer alors cette fois-là la lettre ou ceux qui ont écrit la lettre ici, ou substantiellement appuyer les DGA d'intérim, ou alors carrément dire que les banques ne servent à rien. Alors, on va prendre le deuxième volet de cette intervention. Vous avez commencé, Pascal. Ce sont les banques. On a cité ici, excusez-moi, je ne fais pas la mauvaise publicité, ce n'est pas intentionnellement. La Robank qui a été citée dans l'affaire des 100 jours, dans les détournements, son DG a été interpellé. Thierry Taïmans, on ne sait pas dans quelle alchimie juridico-politique il s'est enfoui, il est parti. On vous cite BGFI Bank, dont le DG a été contraint à la démission et tous les autres. Et maintenant, c'est Afriland First Bank. On vous cite des banques comme ça. On vous dit d'abord que c'était avec l'homme d'affaires des Glencore, là. Apparemment, les circuits bancaires congolais posent problème. Et malheureusement, toutes les politiques veulent avoir la même mise dans ces banques. Et peut-être que les banques n'ont rien à voir et ils sont obligés de faire avec les politiques. Les politiques veulent avoir la même mise. Les politiques ont la même mise. Voilà, merci. C'est cette mauvaise habitude que nous avions eue dans le passé qui continue. Et c'est à ce niveau que nous devons dire stop aux politiques. Laissez les banques fonctionner normalement. Lorsque les banques fonctionnent normalement, elles aident l'économie de notre pays à pouvoir émerger. Mais lorsque vous, politiques, vous mettez vos mains, vous créez un dysfonctionnement, parce que vous devez vous servir pour vos propres intérêts et sacrifier toute une nation, alors là, ce n'est pas normal. Donc ici, il y a une très mauvaise habitude que nous avions acquise dans le passé, qu'à un certain moment, nous devons savoir dire stop et permettre que, avec un nouveau paradigme, les choses se gèrent autrement. Les banques se gèrent autrement. Les banques connaissent un autre fonctionnement, un fonctionnement qui permettra maintenant à l'économie nationale de correctement émerger. Mais les banques ont besoin aussi de l'État parce que parfois dans les travaux de préfinancement, les banques génèrent des... Il faut être en bon terme avec l'État, mais peut-être l'État est incarné par des politiques véreux. L'État ne voudrait pas dire ces politiques-là. L'État, c'est des institutions qui permettraient que ces banques fonctionnent et soient protégées en même temps. Vous avez tout dit. Les individus vous avez résumé vraiment. qui vont pour leurs intérêts privés, politiques soient-ils, je pense, qui ne sont pas au nom de l'État, ils vont à leur nom propre et cette fois-là, ils servent les banques, ils créent des fonctionnements, des organismes, malheureusement, cette fois-là aussi, l'économie du pays. Ça touche même à l'épargne du petit peuple. Est-ce que, à la lumière de ce que les confrères viennent de dire, vous avez encore un autre argument? Je vais répondre d'abord à la question. Tout dit, mais je pense, pour ne pas embrayer sur ma première question, ça aura été la première patate chaude entre les mains de la gouverneure. Hein. Je le pense, mais je crois que ça ne serait pas la seule patate parce que l'affaire BIAC est restée encore pendante jusqu'à là où la Banque centrale doit séparer encore une fois le comité de crise mis en place et les actionnaires majoritaires de cette banque. L'affaire jusqu'à-là est encore en cours. Mais je voulais revenir sur un élément. Bon, en fait, je vais commencer par la question. Quelle est la marge de manœuvre de la gouverneure? On a dit ici que c'est elle l'autorité de régulation dans le secteur bancaire. Ça veut dire que c'est à elle de pouvoir prendre le bon côté, prendre la bonne décision. C'est vrai que d'emblée, on ne peut pas prendre pour de l'évangile la lettre le propos, dans la mesure où il faut encore le rappeler, parce que les enquêtes n'ont pas abouti parce qu'ils ont tenté de vouloir le faire, mais la plupart des gens qui ont voulu faire des enquêtes ont été renvoyés en dehors des frontières. Ça veut dire que on ne sait, exactement. C'est suspicieux. Ce qui rend l'affaire compliquée, c'est le contexte dans lequel on nous met actuellement.
Quand je connais, je me rends compte aussi de ce que le comité de crise au niveau de la BIAC a fait de l'argent, du patrimoine de la BIAC, je peux facilement y aller, me rendre compte que c'est une faiblesse qui demeure en nous. Maintenant, dans le cas African First Bank, ce que dans le secteur bancaire, il y a des règles, notamment la règle des pouvoirs, l'obligation de pouvoir alerter lorsqu'il y a de mouvements suspects. C'est dès là qu'est parti le problème. Il y a eu quelques 2-3 mouvements suspects. Pendant le contrôle, on s'est rendu compte que c'était avec la bénédiction du directeur général. Pendant les réunions, il s'est expliqué, mais de manière pas à convaincre, il a été suspendu. Et une fois suspendu, aussi vite que possible, le lendemain, la Banque centrale annule la décision du conseil d'administration suspendant un directeur général. Récupère même, si c'est quoi, retire l'agrément ou retire l'agrément au président du conseil d'administration et le fout à la porte. C'est à ces moments-là qu'on s'est rendu compte que finalement, il y a quelque chose qui ne va pas. La foudre de la Banque centrale sur... C'est là où ça ne va pas. Mais heureusement, pourquoi je dis heureusement? Parce que tout ceci s'est passé encore sous les derniers instants de Deogracias Mutombo. Maintenant, Madame Kabedi, qui est au niveau de la Banque centrale aujourd'hui, je ne veux pas revenir sur vos mots, elle est une exigence de nos partenaires, notamment les institutions de Bretton Woods, pour ne pas parler du FMI. Pour entrer dans un programme, il fallait mener des réformes, notamment changer la tête de la Banque centrale du Congo. C'est une femme très expérimentée qui vient justement de ces institutions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait peut-être pas comprendre pourquoi jusque-là la décision traîne, mais je crois, comme d'habitude, j'ai l'habitude d'être naïve sur ce terrain-là. J'ai dit, accordons-lui les temps de pouvoir prendre les bonnes décisions, écouter les différentes parties et pouvoir décider définitivement. Mais depuis le mois de juillet, maintenant on estime que ça fait beaucoup trop de temps, on risque de faire couler le navire. Ça risque de faire couler, ça risque de faire couler le navire. Mais actuellement, moi là où également... C'est pas la logique du pourrissement, ça? Je ne sais pas dire si c'est la théorie du pourrissement. Moi là où je trouve encore un autre problème, c'est que le secteur bancaire congolais, depuis toujours, vous avez parlé de la question de la BIAC, mais ce n'est pas la BIAC. Regardez. Depuis la banque... On peut se limiter là aujourd'hui. Oui, depuis la banque... La réalisation me fait signe qu'on a déjà dépassé le temps imparti à ces premiers thèmes. On va prendre je chute juste en 30 secondes, je le fais. Depuis la banque quinoise et bien d'autres, notamment les mutuelles d'épargne comme Mecreco, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il y a... La banque congolaise aussi. La banque congolaise également. L'État ou encore les mesures prises ne savent pas sécuriser l'épargne publique. Or, cette épargne publique est un levier, est une force pour l'économie et pour une approche sociale de l'État. C'est là où je dis, c'est tout le sens que nous on a. Aujourd'hui, il faut régler vite parce que dans African First Bank, il n'y a pas que l'État. Il y a des privés, des particuliers, notamment des individus peut-être... Nos députés aussi sont là-bas. Voilà. C'est la banque qui a fait le montage financier avec l'affaire des palissades. Hein. J'aimerais rappeler ça à l'intention des téléspectateurs. Oui, il y a un petit souci. Et on a fait les analyses, mais je suis en train de me poser la question qui n'a pas trouvé réponse. Qu'est-ce qui a été effectivement fait pour que le débat aujourd'hui soit engagé? Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Est-ce que c'est des détournements? Est-ce que c'est quoi en réalité avant que ces correspondances se fassent? Non, moi j'ai la réponse. Si je peux vous donner les... C'est ça qu'il a dit. La correspondance, je ne sais pas comprendre effectivement ce qui s'est passé. Non, il s'est passé quelque chose. Diana l'a dit, peut-être que vous ne l'avez pas suivi complètement. Ça ne date pas de l'époque Félix. Non. Depuis, ça date de l'époque Félix, mais sous Deogracias Mutombo. Il y a eu des mouvements suspects. Il y a eu des mouvements suspects de la banque. Pour des raisons éviter les blanchiments des capitaux, il y a des sommes d'argent qu'on ne peut pas retirer en liquide sans passer par un circuit. Ce qui se faisait régulièrement. Et lors du conseil d'administration, le conseil d'administration a convoqué les DG pour donner des explications sur la question. Et le DG n'a pas donné des explications convaincantes. On s'est rendu compte qu'il était et le conseil d'administration a suspendu les DG. Et Deogracias, pour ne pas dire la Banque centrale à l'époque, a estimé que ce n'était pas normal que les conseils d'administration... Donc vous comprenez que c'est des pratiques qui datent depuis Massango Moulongo, pérennisées par Deogracias Mutombo, et que nous espérons, comme vous l'avez souhaité, c'est ça que vous l'avez souhaité, que cette pratique s'arrête. Il y a également le blanchiment de l'argent venant d'une mine pourtant déjà fermée depuis 2016. Allez, Amira, des éléments très tangibles. Oui. S'il y a eu des mouvements suspects, voilà. Il faut étaler. Voilà. On parle de AVP. Il faut savoir dire c'est parti de la banque, à quel niveau. Donc c'est telle personne qui a perçu. Lorsque vous présentez un tableau clair, à ce moment-là, même la gouverneure, j'imagine, n'aura pas d'argument contraire. Alors c'est à cela d'apporter ces éléments auprès de la gouverneure. Mais
Merci à Pascal Orondier, merci à cher Gardi Diana pour ce premier round de ce thème de l'émission. On va aller processus électoral. On connaît désormais les successeurs de Corneille. Oh, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai avec Corneille Nanga qui a laissé sa barbe un peu comme Kabila. On connaît désormais les successeurs de Ronsard Maloda. Il s'appelle Toto Kani. Vous l'avez connu? Non. On dit ingénieur, informaticien, polytechnicien. Un CV très garni, mais un CV électoral caution à débat. Bon, il remplace un chevronné. Un expérimenté. Ronsard plutôt, c'est notre génération à l'université de Kinshasa. Ok. À l'époque, on n'avait pas aussi d'expérience. Oui. Ça s'acquiert, hein? Ça s'acquiert, effectivement. Mais de sa formation, je crois qu'il lui a fait le droit, mais il a eu ce qu'il a eu comme formation, comme élément sur la question électorale. Mais l'autre, quand vous le présentez déjà, vous comprenez qu'il a des prédispositions. À travers les études faites, j'imagine, il y aura des éléments, en tout cas importants, à pouvoir servir le bon fonctionnement de la commission. Il sera dans son assiette. Mais le débat, c'est à quel niveau? J'ai compris, apparemment, le débat ne s'engage pas en rapport avec sa compétence. Le débat s'engage de ses acquaintances avec le chef de l'État. Ses anciennes peut-être. Et c'est là, où je dis, mais restons objectifs quand même. Ce n'est pas parce qu'un jour, j'ai eu à dire bonjour au chef de l'État et qu'on m'a pris la photo qu'aujourd'hui, je ne peux pas servir l'État. C'est pas de cette façon. Et même l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante. Je ne pense pas que l'indépendance, c'est dans le fait qu'on ne soit pas de la société, qu'on n'est pas des parents, on n'est pas des... Non. L'indépendance, c'est un état d'esprit. À pouvoir avoir un objectif tel que je suis là, je dois servir la nation. Mais si Toto, en étant là, et je ne pense pas qu'on l'a choisi comme si ce n'est pas un choix, hasardeux, il y aurait une petite compétition, il se serait distingué, et c'est comme ça qu'on l'a appris, et il est là, mais n'engageons pas n'importe quel débat. Moi, j'aurais voulu que le débat soit plus, en tout cas, intelligent jusqu'à dire, est-ce qu'il répond au profil? Est-ce qu'il a des compétences? Est-ce qu'il saura servir la nation? Et à ce moment-là, les réponses à ces questions nous aideraient à comprendre si le monsieur qui est là va apporter quelque chose d'essentiel à la nation, sinon au fonctionnement de la CENI. C'est simplement après qu'on va apprécier. Mais lorsqu'on voit simplement on voit les parcours, on voit quand même les parcours de l'homme, non? Moi, on ne peut pas me bombarder aujourd'hui, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, parce que j'ai été élu délégué. Non, on verra Serge son parcours. Il a travaillé à CCTV, à un moment il a travaillé dans les cabinets du ministre d'État Christian Mwando, et puis il est parti, il est revenu à CCTV. On voit les parcours. Aujourd'hui, pourquoi ça choque qu'on dise que M. Toto a été désigné comme expert de la dynamique de l'opposition à l'époque, comme je vois les documents circuler? Pourquoi ça ne choque pas Fayoulou? Pourquoi ça ne choque pas les supporters ou les soutiens de Fayoulou qui reconnaissent que oui, il a été, par rapport à son expérience, délégué par une structure de la société civile pour venir comme expert auprès de ce Fayoulou? Mais pourquoi on n'accepte pas aussi que dans un délai record, il n'y a même pas 3 ans, il n'y a même pas 4 ans, qu'il était nombré et il était promis comme conseiller au collège économique et financier du président d'un parti politique de l'UDPS qui est M. Félix. En quoi ça gêne les gens de l'UDPS? Ou en quoi ça gêne les soutiens du président de la République? Je n'ai pas suivi la réaction de l'UDPS sur cette question. Non, le secrétaire général a réagi. La réaction officielle. Kabou a parlé sur Top Congo aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il a parlé? Il a dit qu'il ne connaît même pas ces messieurs-là dans aucune structure de l'UDPS. Tu as considéré sa réaction parce que c'est la bouche de tout. Non, mais vous êtes journaliste, il ne faut pas se limiter non, à... moi je me limite parce que le problème c'est quoi? Il faut que nous évitions également des analyses superfétatoires sur les individus parce que simplement les politiques veulent atteindre leurs objectifs. Non, vrai ou faux qu'il a fait partie des conseillers de Félix comme président de l'UDPS? Mais c'est Kabouya qui vous a répondu. Non, mais moi j'ai les documents de sa nomination. Serge,
Je vais vous le brandir, je vais prendre mon téléphone. Vous avez le document, les documents aujourd'hui, Oui. se produisent n'importe où. Moi, le responsable de l'UDPS vous répond. Voulez-vous croire à sa réponse ou vous voulez vous cramponner seulement à la lettre comme ça? Non, Pascal, moi je suis journaliste. Moi je ne vais pas raisonner par procuration. Pendant qu'il était nommé, moi j'étais là. Il était nommé dans une même décision nommant notre confrère, comment il s'appelle, Paul Diakessé. Paul Diakessé à l'époque chargé de la communication, Pascal. Ce n'est pas que Kabouya, 3 ans après, il veut me faire croire que ça, ce que tu dis est faux, c'est que moi je te dis, à l'époque, Kabouya n'était pas secrétaire général. Voilà. Je reviens à ce que je disais pas très longtemps ici. Oui. Moi, je pense que ce que nous recherchons aujourd'hui pour un bon fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, c'est avoir déjà des gens plutôt à probité morale, capables de servir la nation. Ce n'est pas parce que j'ai été avec Serge hier que vous devez me rejeter. Mais il a quitté quand? Non. Il a quitté quand? C'est ça. Même lorsqu'on a des compétences, même les partis politiques ici, je considère votre logique. Lorsqu'on quitte les partis politiques, il n'y a pas de communiqué. Ah oui. Ah Il oui. n'y a pas un document officiel où on écrit J'ai quitté. Voilà, j'étais dans tel parti politique aujourd'hui, considéré que j'ai quitté. Quelque part, sa conviction, il peut prendre une décision personnelle et prendre une licence partie. Très bien. Mais moi, ici, je considère que c'est à travers sa compétence, une compétition a été engagée. Au départ, on a inséré son nom. Et il s'est distingué lors de la compétition. Mais le choix est clair. On ne peut pas le récuser, malgré les compétences, du fait simplement qu'il a été un jour avec Félix Tshisekedi. Un parti politique. Ok. Gardi, moi je trouve d'ailleurs que, en réalité, il ne devait même pas être retenu comme candidat. Parce que déjà, il venait d'être dans un cabinet d'un parti politique, d'un président d'un parti politique qui est devenu président de la République, et par quoi qui sera candidat. En réalité, il devait être exclu. Que ce soit pour le compte de Fayoulou, parce qu'on veut aujourd'hui donner l'image, il faut justifier que c'était les candidats de Fayoulou pour l'audit du fichier électoral. Que ce soit Fayoulou, que ce soit Tshisekedi, il n'y a pas d'excuse. Que reste-t-il encore de ce processus après d'abord la saga de l'entérinement, vous l'avez dit, de M. Kadima, son entérinement, tout, et sa nomination. Nous, on pensait d'ailleurs que les pouvoirs, bon, comme on dit, on fait boucher double, pas des choses à moitié. On pensait quand même qu'on allait rectifier les choses au niveau même de ces secrétariats exécutifs. Merci pour la question. Je crois... Je rappelle que les élections, c'est une question de confiance. Je comprends. C'est de l'air que je dis. Je comprends ton inquiétude. C'est que quand on tient compte de l'historicité de la création de cette